Le matin de la mort de Maxwell Haye, la pluie s'abattait sur Manhattan comme des balles sur du verre blindé. J'aurais dû me douter que c'était un présage. Je m'appelle Carter Haye, il y a 48 heures, je croyais comprendre ma vie. Fils aîné d'un empire commercial, héritier présomptif du groupe Haye Dominion, marié à une femme qui prétendait m'aimer. J'avais 34 ans, j'étais sûr de moi et totalement imprévisible face à la rapidité avec laquelle tout pouvait s'écrouler. L'appel est arrivé à 4h17. Urgence. Incident cardiaque massif. À mon arrivée à Moundsea, mon père était déjà parti. Maxwell Haye, l'homme qui construisait des gratte-ciel à main nue et par l'intimidation des conseils d'administration, réduit à l'état de corps immobile sous des draps blancs stériles. Il est parti paisiblement, a dit le médecin, ce qui me semblait un mensonge. Maxwell n'a jamais rien fait de paisible. Les funérailles ont été un défilé de personnalités politiques, de magnats des affaires et d'arrivistes. Vivant se tenait à mes côtés dans sa robe noire Chanel, me serrant la main aux moments opportuns. Elle a joué parfaitement le rôle de la belle-fille en deuil, comme elle a joué tout le reste. Tu feras un PDG formidable, murmura-t-elle lors de l'éloge funèbre. Ton père serait si fier. 3 jours plus tard, la lecture du testament bouleversa tout. La salle de conférence de Haye Dominion occupait tout le 42e étage de notre immeuble phare. Des baies vitrées, d'une hauteur de 100 mètres, offraient une vue imprenable sur Central Park, où les arbres d'automne flamboyaient tels des feux contrôlés. 12 membres du conseil d'administration étaient assis autour de la table en acajou que Maxwell avait commandée à partir d'un séquoia de Californie. Chaque visage arborait la neutralité de ceux qui vivent du malheur des autres. Richard Steinberg, l'avocat de la famille, ouvrit sa mallette avec une précision théâtrale. Il gérait le secteur de la grêle depuis 23 ans, depuis mes 11 ans et Riley 8. Il connaissait chaque secret, chaque détail financier, chaque bouclier juridique soigneusement construit qui protégeait notre empire. Le testament de Maxwell Edmund Haye, commença Steinberg, sa voix portant le poids d'une autorité absolue. Rédigé et signé le 15 octobre, devant témoins et notariés selon le New York Times. Loi de l'État. Je m'assis sur la chaise que Maxwell me réservait toujours, celle juste en face du bout de table. Riley, affalé à 2 sièges de moi, consultait son téléphone avec le même manque de respect qu'il avait manifesté à notre père pendant 31 ans. Vivant était assise à ma droite, ses doigts manucurés tambourinant silencieusement sur son porte-documents en cuir. À mon fils, Carter, je lègue mes effets personnels, le domaine du nord de l'État et ma gratitude éternelle pour son dévouement à l'héritage de notre famille. J'acquiesçai, espérant plus, beaucoup plus. À mon fils, Riley, poursuivit Steinberg. Je lègue une participation majoritaire dans Haye Dominion Group, toutes les propriétés associées, et la responsabilité d'en être le directeur général. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Riley leva brusquement la tête de son téléphone, son expression passant de l'ennui à la stupeur, puis à une expression presque triomphale. Autour de la table, les membres du conseil d'administration échangèrent des regards allant de la surprise à l'évaluation calculée. Steinberg lut ensuite, je nomme Riley président de toutes les filiales et principales bénéficiaires du trust familial Haye. J'en eus la bouche sèche. Richard, là. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, Carter. Son regard évita le mien. Le testament est très précis. Riley se leva lentement, ajustant sa cravate, les mains légèrement tremblantes. Bon, je suppose que cela règle les choses. Sa voix exprimait une assurance que je n'avais jamais entendue auparavant. Membre du conseil d'administration, j'ai hâte de travailler avec chacun d'entre vous dans mes nouvelles fonctions. C'est insensé, dis-je en me levant à mon tour. Riley n'a pas travaillé un seul jour de sa vie. Il a été licencié de 3 postes différents au sein de notre entreprise. Le testament est maintenu, répondit Steinberg en fermant le document. Tous les documents nécessaires seront déposés auprès de l'État avant la fermeture des bureaux aujourd'hui. J'ai parcouru la table du regard, à la recherche d'alliés. Ces personnes avaient travaillé avec moi pendant des années. Elles avaient constaté ma compétence, mon dévouement, mes résultats, mais leur visage restait soigneusement impassible, sans rien offrir. Margaret Walsh, notre directrice financière, prit enfin la parole. Carter, je suis sûr que c'est difficile, mais nous devons respecter les volontés de votre père. Respect? Je ris, percevant de l'amertume dans ma propre voix. Vous allez respecter les volontés d'un homme qui vient de céder notre entreprise à quelqu'un qui a manqué la réunion trimestrielle à cause d'un séjour de ski à Aspen? Riley sourit.
les gens changent. Quand? Quand exactement avez-vous changé? Le mois dernier, lorsque vous avez essayé de déduire un week-end à Vegas de vos dépenses pour une étude de marché, la voix de Riley s'est durcie. La décision est prise. Je vous suggère de trouver un moyen de l'accepter. Margaret s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous laisser à la famille le temps d'assimiler la situation en privé. Les membres du conseil d'administration sortirent avec l'efficacité éprouvée de ceux qui fuient une situation inconfortable. En quelques minutes, il ne restait plus que Riley, Vivant et moi dans la vaste pièce. Carter, dit doucement Vivian. On devrait peut-être rentrer à la maison et en parler. Je fixai mon frère du regard, cherchant une explication, un signe que cela le choquait autant que moi. Au lieu de cela, je lus dans ses yeux de la réflexion. De la planification, comme s'il s'attendait à ce moment. Tu savais, dis-je. Tu savais quoi? Tu savais qu'il allait tout te léguer. Riley haussa les épaules. Papa avait fait son choix. Peut-être avait-il enfin compris lequel de ses fils était vraiment. Tu comprenais le métier. Tu comprends le métier? Je me suis levé, sentant la rage monter dans ma poitrine comme une vapeur. Impossible de tenir un chéquier avec des instructions. C'est peut-être ton problème, Carter. Tu penses que les affaires se résument à des feuilles de calcul et des rapports trimestriels. Papa comprenait. C'est une question de relation, de vision, de charisme. C'est une question de compétence. Tu es un bon à rien. Prudence, interrompit Riley, sa voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. Je suis ton patron maintenant. Montre-moi un peu de respect. J'avais envie de le frapper. Tous les muscles de mon corps se tendaient, j'avais envie de lui planter mon poing dans le visage suffisant. Mais la main de Vivien trouva mon bras, me ramenant à la raison. Surveillance rendra très difficile pour les membres de la famille d'avoir des relations normales au sein de l'entreprise. Monsieur Green. Mon père a été licencié par des membres de la famille qui voulaient voler le travail de sa vie. Mon frère purge à vie en prison pour patricide. Mon mariage a été détruit par un complot impliquant ma femme et ses parents. Je pense qu'il est prudent de dire que les relations familiales normales n'ont pas très bien fonctionné pour les L. La pièce se tait que le poids de cette déclaration s'installait sur tous ceux qui sont présents. Ces gens avaient regardé la destruction complète d'une famille qui avait semblé avoir tout, richesse, pouvoir, succès et bonheur apparent. Les nouveaux protocoles sont complets, ai-je dit. Mais ils sont également nécessaires. Nous construisons une entreprise qui peut survivre à tout, y compris l'échec moral de son leadership. Margaret acquiesça lentement. C'est ambitieux, Carter, mais étant donné ce que nous avons tous vu, cela semble prudent. Plus que prudent, essentiel. La réunion s'est poursuivie pendant 2 heures alors que nous avons travaillé sur les détails de la mise en œuvre de la nouvelle structure d'entreprise. Par sa conclusion, la domination de la grêle avait été transformée d'un empire contrôlé par la famille en quelque chose qui s'approchait d'une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir équilibré par la surveillance, la succession régie par le mérite plutôt que par l'héritage et la transparence intégrée à tous les niveaux de fonctionnement. Ce soir-là, je me suis rendu dans le domaine du Nord où Maxwell a été enterré. Les terrains avaient été maintenus exactement comme il les avait quittés, avec des feuilles d'automne couvrant les sentiers de randonnée comme un tapis d'or et de cramoisi. Sa tombe était assise sur une colline surplombant la vallée où il avait prévu de prendre sa retraite un jour. J'ai placé une copie de la nouvelle charte d'entreprise sur sa pierre tombale ainsi que des coupures de journaux documentant la condamnation de Riley et l'exposition de l'ensemble du complot. La justice a pris plus de temps qu'elle aurait dû, dis-je à haute voix, se sentant un peu ridicule, mais ayant besoin de dire les mots de toute façon. Mais c'est venu finalement. Le vent a roulé à travers les arbres, portant l'odeur de fumée de bois de maisons lointaines. Dans l'obscurité de rassemblement, les lumières ont commencé à apparaître dans des fenêtres dans toute la vallée. Familles se rassemblent pour le dîner. Les enfants qui font leurs devoirs. Les couples regardent la télévision ensemble. La vie normale se poursuit pendant que je me tenais dans un cimetière en parlant à mon père éliminé. J'ai fait des changements, j'ai continué. Les grands. L'entreprise ne sera plus jamais vulnérable à ce que Riley a fait. Les générations futures devront gagner leur position plutôt que de les hériter. Et s'ils essaient de voler ce qui ne leur appartient pas, ils feront face à des garanties qui rendront leurs schémas impossibles à exécuter. J'ai sorti la lettre de Vivant et je l'ai maintenue à la lumière qui s'estompe. Elle m'a écrit, essayant toujours de minimiser sa responsabilité, prétendant toujours qu'elle souffrait plutôt qu'un conspirateur.
Certaines personnes n'acceptent jamais la responsabilité de leur choix. J'ai allumé la lettre avec mon allume-cigare et je l'ai regardée brûler complètement avant de disperser les cendres à travers la tombe de Maxwell. Elle a dit qu'elle m'aime toujours, mais l'amour sans loyauté n'est que la manipulation avec un meilleur marketing. Les flammes se sont éloignées, ne laissant que l'obscurité et les lumières lointaines de la vallée en dessous. Je suis resté là pendant encore quelques minutes en essayant de trouver un sentiment de fermeture ou de paix. Au lieu de cela, je ne ressentais que la satisfaction froide de la justice servie et les obligations remplies. En retournant à ma voiture, j'ai réalisé que c'était probablement la dernière fois que je visiterais Maxwell S. Grave. Non pas parce que je l'avais oublié ou arrêté de se soucier, mais parce que j'avais finalement terminé le travail qu'il avait commencé. Old Dominion était plus fort que jamais, protégé contre les trahisons futures et positionné pour prospérer pendant des générations. Rentrons à la maison, dit-elle. S'il te plaît. Le trajet du retour se passa en silence. Vivant conduisait sa BMW blanche à travers la circulation avec la même précision qu'elle appliquait à tout le reste. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, brillants comme des souillures, pas une mèche ne dépassait malgré le chaos émotionnel de la journée. Elle portait son armure de sang-froid. Notre maison de Greenwich était située sur un terrain de 1,2 hectares. Un terrain méticuleusement entretenu. Une architecture néo-Tudor, construite en 1924 et restaurée avec une perfection digne d'un magazine. Cette chambre, 5 salles de bain, une bibliothèque et une cave à vin que Maxwell m'avait aidé à remplir de Bordeaux millésimés. Elle représentait tout ce que j'avais entrepris. Succès, stabilité, promesse d'héritage. J'ai besoin d'un verre, dis-je en me dirigeant vers la bibliothèque. Carter, attends. La voix de Vivien m'arrêta au pied de l'escalier. On doit parler de quoi? De comment mon frère sans valeur vient de me voler mon héritage? De comment 20 ans de travail se sont évaporés? De nous? Quelque chose dans sa voix me fit me retourner. Elle se tenait dans le hall de marbre, toujours vêtue de sa tenue funéraire noire, mais son expression avait changé. Le masque d'épouse bienveillante avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid. Et nous? Je veux divorcer. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'une explosion. Je sentis mes genoux faiblir, me forçant à m'agripper à la rampe d'escalier pour me soutenir. Que as-tu dit? Je veux divorcer, Carter. J'y pensais depuis des mois, et aujourd'hui, c'est la confirmation. Que je ne peux pas continuer à vivre dans ce mensonge. Quel mensonge? De quoi parles-tu? Elle entra dans le salon et s'installa sur le canapé en cuir blanc avec une grâce maîtrisée. Le mensonge selon lequel nous sommes heureux. Le mensonge selon lequel tu es l'homme que je pensais être quand nous nous sommes mariés. Je la suivis, l'esprit en ébullition. Vivien, c'est le deuil qui parle. Nous sommes toutes les deux sous le choc. Nous ne devrions pas prendre de décisions importantes pour le moment. Ce n'est pas du deuil. Sa voix était posée, répétée. C'est la clarté. Aujourd'hui m'a révélé qui tu es vraiment, Carter. Face à l'adversité, tu es devenu amer et colérique. Tu as attaqué ton propre frère au lieu d'accepter le jugement de ton père. Son jugement. Je me suis assise en face d'elle, essayant d'assimiler cette nouvelle réalité. Maxwell était malade, Vivien. Il n'avait pas les idées claires. Aucune personne rationnelle ne laisserait une entreprise de plusieurs milliards de dollars à Riley. C'est peut-être là le problème. Peut-être que tu n'arrives pas à accepter que ton père ait vu en Riley quelque chose qu'il n'a pas vu en toi, comme le leadership, le charisme, la capacité d'inspirer les gens au lieu de simplement les gérer. J'ai regardé ma femme, la femme que j'avais aimée pendant 8 ans, mariée pendant 5 ans, et j'ai réalisé que je regardais une inconnue. Depuis combien de temps planifies-tu ça? Planifies-tu quoi? Le divorce. Tu es trop calme, trop préparé. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. Elle détourna le regard, laissant enfin apparaître une faille dans son sang-froid. Je suis malheureuse depuis un moment, Carter. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mais aujourd'hui m'a montré à quel point nous sommes différents. Comment? Tu traites notre vie comme un rapport trimestriel. Objectif, marge, attente. Je ne veux pas être audité. Je veux être aimé. Je t'ai donné tout ce que tu voulais, sauf la passion. Sauf le sentiment d'être marié à un homme plutôt qu'à un conseiller financier. L'insulte m'a frappé plus profondément que je ne l'aurais cru. Donc, c'est une question d'argent,
de Riley qui hérite de l'entreprise. C'est moi qui admets enfin que j'ai épousé le mauvais frère. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de parquet que Maxwell nous avait offerte en cadeau de mariage. Par la fenêtre, je pouvais voir la maison de nos voisins où une lumière chaude brillait derrière les rideaux tirés. Des gens normaux vivant une vie normale, inconscients que mon monde se désintégrait. Je vois. Je me suis levé, étrangement calme. Eh bien, au moins, tu es honnête. Après 5 ans de mariage, c'est réconfortant d'entendre enfin ce que tu penses vraiment de moi. Elle a tressailli devant l'amertume dans ma voix. Ce n'est pas forcément méchant, n'est-ce pas? Tu viens de me dire que tu as épousé le mauvais frère. Tu veux divorcer le jour même où j'ai perdu mon héritage. Comment penses-tu que ça devrait se passer, au juste? Je pense que nous devrions tous les deux essayer d'être adultes à ce sujet. Adultes? J'ai hoché la tête. Bien. Bon, en tant qu'adulte, je pense que je vais aller me servir ce verre maintenant. Je me suis tourné vers la bibliothèque, puis je me suis arrêté. Juste par curiosité, Vivien, quand as-tu réalisé que tu avais épousé le mauvais frère? Était-ce avant ou après avoir commencé à coucher avec lui? Son inspiration brusque m'a tout dit. Je l'ai laissée assise dans notre salon et j'ai monté les escaliers jusqu'aux bibliothèques. Le Bordeaux millésimé avait un goût de cendre dans la bouche, mais j'ai continué à boire. Dehors, la pluie s'est remise à tomber, martelant les vitres comme des accusations que je n'étais pas prête à affronter. Au matin, tout serait différent. Au matin, je comprendrais avec quel soin cette trahison avait été orchestrée. Mais ce soir-là, je me suis assise dans le fauteuil de mon père et j'ai essayé de comprendre comment ma vie s'était effondrée en l'espace de 12 heures. L'horloge de parquet a sonné minuit, marquant la fin de ce que je me souviendrai plus tard comme le dernier jour de mon ancienne vie. Je me suis réveillé par terre à 6h23, le cou hurlant à force de dormir contre le tapis perçant. Une bouteille de vin vide à côté de moi, la tête qui battait comme sur un chantier. La lumière matinale qui filtrait à travers les vitres était comme un projecteur d'interrogatoire. Vivant avait disparu. Sa BMW n'était pas dans l'allée. Et lorsque j'ai monté l'escalier menant à notre chambre, son côté du dressing avait été systématiquement vidé. Coffret à bijoux vide. Sac à main de créateur disparu. Même ses flacons de parfum avaient disparu. Ne laissant qu'un léger parfum de trahison et de thé blanc Bulgarie. Un mot plié était posé sur mon oreiller. Carter, je reste chez mes parents jusqu'à ce que nous puissions régler les détails. Veuillez ne pas me contacter directement. Je demanderai à mon avocat de contacter le vôtre. Vivant, pas même amour ni excuse, juste une efficacité professionnelle, comme si notre mariage avait été une fusion ratée nécessitant une liquidation. Je pris une douche, enfilai mon plus élégant costume anthracite et pris la direction de Manhattan avec une précision mécanique. L'immeuble High Dominion s'élevait de 47 étages dans le ciel gris du matin. Sa façade en calcaire était sculptée d'aigles art déco qui, selon Maxwell, représentait la nature carnivore du capitalisme prospère. La sécurité dans le hall m'a traité comme d'habitude, avec des hochements de tête respectueux. Bonjour, monsieur High. Mais quelque chose me semblait différent, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. L'ascenseur menant aux étages exécutifs nécessitait une carte magnétique. La mienne fonctionnait, mais lorsque les portes s'ouvrirent au 42e étage, je me retrouvai nez à nez avec Riley, sortant de ce qui avait été le bureau de Maxwell. « Bonjour, mon frère, dit-il d'un ton faussement joyeux. Tôt le matin. Que fais-tu dans le bureau de papa? Mon bureau, maintenant, tu te souviens. Il me tapota l'épaule avec une compassion feinte. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'on peut te trouver un poste de cadre intermédiaire. Peut-être aux achats. Tu as toujours été doué avec les tableurs. Riley, il faut qu'on parle. En fait, Carter, je suis plutôt occupé. Avec mes nouvelles responsabilités, il jeta un coup d'œil à sa Rolex, celle que Maxwell lui avait offerte pour ses 30 ans, celle qu'il avait mise en gage et qu'il avait dû racheter en secret. Mais on pourrait peut-être prévoir quelque chose la semaine prochaine. Demande à ton assistante d'appeler la mienne. Je n'ai plus d'assistante, n'est-ce pas? Son sourire s'élargit. Probablement pas. Mais bon, vois ça comme une opportunité de développement personnel. J'ai regardé mon petit frère se diriger vers l'ascenseur, avec une assurance que je n'avais jamais vue auparavant, comme si du jour au lendemain, il était passé du statut de raté familial à celui de personne proche de la compétence. Cela ne semblait pas naturel.
Cela semblait répété. Margaret Walsh s'approcha du bureau du directeur financier, l'air soigneusement neutre. Carter, bonjour. Je me demandais si on pouvait discuter. Bien sûr. Son bureau donnait sur l'East River, où lumière du matin peignait l'eau argent et or. Nous avions travaillé ensemble pendant 6 ans. Je m'occupais de fusion et d'acquisition de plusieurs milliards de dollars. Je faisais confiance à son jugement, je m'appuyais sur son expertise, je la considérais comme une amie. C'est gênant, commença-t-elle en s'installant derrière son bureau, mais Riley m'a demandé de discuter de votre transition avec vous. Ma transition vers quoi? Eh bien, elle a remué des papiers inutilement. Il pense qu'il serait préférable que vous preniez un peu de recul par rapport à l'entreprise pour tout digérer. Il me licencie. Pas un licenciement, plutôt un congé prolongé avec tous les avantages sociaux, bien sûr. Je me suis adossé au fauteuil en cuir, ressentant la sensation familière de la chute libre. Margaret, vous me connaissez depuis 6 ans. Vous avez vu mon travail, mes résultats. Pensez-vous vraiment que Riley soit qualifié pour diriger cette entreprise? Elle évita mon regard. Ce n'est pas à moi de remettre en question les décisions de Monsieur Hay. Les décisions de Monsieur Hay signifiaient celles de Maxwell ou de Riley. Les deux, je suppose. Et qu'en est-il du projet Méridien, de l'acquisition de Singapour, des 12 autres transactions que j'ai pilotées? Riley nommera de nouveaux chefs de projet. Riley, je n'arrivais pas à gérer un stand de limonade sans le brûler. Le téléphone de Margaret vibra. Elle y jeta un coup d'œil, le soulagement se lisant sur son visage. Désolé, Carter, mais j'ai une conférence téléphonique avec Hong Kong dans 5 minutes. Je me levai pour partir, puis me retourner. Margaret, savais-tu pour le testament? Enfin, savais-tu que Maxwell prévoyait de tout léguer à Riley? L'espace d'un instant, son masque professionnel tomba. Carter, tu devrais peut-être parler à l'avocat de ton père. Parfois, certains détails ne sont pas révélés lors de la première lecture. Devant son bureau, j'ai appelé Rowan Dahl depuis mon portable. Nous étions meilleurs amis depuis la faculté de droit de Columbia, où il avait obtenu son diplôme de summa cum laude pendant que je préparais mon MBA. Il avait monté un cabinet spécialisé en droit des sociétés et en litiges familiaux. Plus important encore, il était la seule personne dans ma vie à ne pas m'avoir trahi ces dernières 24 heures. Carter, j'ai entendu parler de ton père. Je suis vraiment désolé. Merci. Écoute, j'ai besoin de voir vous aujourd'hui. C'est urgent. Bien sûr, vous voulez venir au bureau? Non, dans un endroit privé. Pouvez-vous me retrouver au Harvard Club? Donnez-moi 2 heures. Le Harvard Club de New York occupait un manoir en pierre calcaire sur la 44e rue Ouest, conçu pour évoquer la gravité intellectuelle de son homologue de Cambridge. Boiserie sombre, fauteuil en cuir bordeaux, peinture à l'huile d'homme mort au visage sévère qui avait bâti l'Amérique par leur ruse et leur impitoyabilité. Rowan arriva pile à l'heure, ce qui était habituel. Il mesurait 1,88 mètres, avec des cheveux grisonnants prématurément et une silhouette élancée qui suggérait une partie de tennis régulière dans des clubs de luxe. Son costume bleu marine était parfaitement coupé. Sa bague de droit de Harvard était polie à l'extrême. On dirait qu'on t'a renversé avec un camion poubelle, dit-il en s'installant sur la chaise en face de la mienne. Je me sens plus mal que j'en ai l'air. Parlez-moi. Je lui ai tout raconté. La fin de Maxwell, la lecture du testament, la transformation soudaine de Riley, de déception familiale à chef d'entreprise, la demande de divorce de vivant, la fin immédiate de ma carrière. Rowan écoutait. Sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque révélation. Ça n'a aucun sens, dit-il finalement. Que veux-tu dire? Ton père a passé 20 ans à te préparer à reprendre l'entreprise. Tout le monde le savait. Bon sang, je l'ai vu se vanter de toi lors de dîners de charité. Et voilà qu'il change d'avis et lègue tout à Riley. Le même Riley qui s'est fait arrêter pour ivresse publique au mariage de ton cousin. Peut-être a-t-il vu quelque chose chez Riley que j'ai manqué. Ou peut-être que quelqu'un a vu quelque chose dans ce testament que nous devrions examiner de plus près. Rowan ouvrit son porte-documents en cuir et en sortit un bloc-notes jaune. Raconte-moi la lecture du testament. Tous les détails dont tu te souviens. J'ai reconstitué la scène. La précision théâtrale de Steinberg. Le langage précis. Les réactions soigneusement neutres des membres du conseil d'administration. La transformation méfiante de Riley,
passant de la surprise à la confiance. As-tu vu le document lui-même? Non. Steinberg l'a lu, mais il l'a gardé de son côté de la table. Intéressant. Et c'était bien Richard Steinberg, l'avocat de longue date de ta famille. Absolument. Je le connais depuis que je suis jeune. Enfant. Rowan prenait des notes, son stylo. Parcourant la page d'un trait rapide et précis. Carter, j'ai une question à te poser, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. Ok. As-tu des raisons de croire que le décès de ton père n'était pas naturel? La question m'a frappé comme un éclair. Quel genre de raison? Maxwell avait quoi, 68 ans? En bonne santé, à ta connaissance. Excellente santé. Il a passé un examen physique complet il y a seulement 2 mois. Bilan de santé impeccable. Son médecin lui a dit qu'il avait le cœur d'un quinquagénaire, et pourtant il est mort d'un accident cardiaque massif. C'est ce qu'ils ont dit. Rowan ferma son bloc-notes et se pencha en avant. Carter, je veux que tu envisages la possibilité que tout ce qui t'est arrivé ces dernières 24 heures soit lié. Comment? Réfléchis logiquement. Ton père décède subitement et de manière inattendue. Un testament fait surface, qui contredit tout ce que l'on savait de ses intentions. Ta femme demande immédiatement le divorce. Ton frère prend le contrôle d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Tu es évincé de l'entreprise que vous avez bâtie toute votre vie d'adulte. Les implications de ces suggestions me serraient l'estomac. Vous pensez qu'ils ont planifié ça? Je pense que c'est possible. Et si c'est le cas, nous devons le prouver avant qu'il n'ait le temps d'effacer leurs traces. Comment? Premièrement, nous devons voir ce testament, le vrai document, pas seulement la lecture théâtrale de Richard. Deuxièmement, nous devons examiner le dossier médical de votre père. Troisièmement, nous devons découvrir ce que Riley et Vivant ont manigancé ces derniers mois. Vous pensez qu'ils travaillaient ensemble? L'expression de Rowan était sombre. Carter, je déteste être celui qui vous apprend ça, mais votre femme n'a pas inventé ce discours de divorce du jour au lendemain. Elle était trop préparée, trop calme. C'était répété. Alors, que faisons-nous? Nous enquêtons discrètement, prudemment et minutieusement. Mais je dois vous prévenir, si j'ai raison, il ne s'agit pas seulement d'une fraude à l'héritage. Nous pourrions parler de quelque chose de bien pire. Cet après-midi-là, Rowan a passé plusieurs coups de fil pendant que j'arpentais son bureau comme un clochard. Animal. Son cabinet d'avocat occupait 3 étages d'une tour de verre à Midtown, avec vue sur Central Park et un décor minimaliste moderne qui laissait présager une fortune et une compétence sérieuse. Bonne et mauvaise nouvelle, dit-il en raccrochant après son 3e appel. La bonne nouvelle, c'est que Richard Steinberg a accepté de nous rencontrer demain matin pour examiner le testament. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a semblé nerveux quand j'ai mentionné votre nom. Nerveux comment? Évasif, comme s'il lisait un texte. De plus, il a insisté pour que nous nous rencontrions à son bureau plutôt que dans un lieu neutre. Vous pensez qu'il est impliqué? Je pense que tout le monde est impliqué jusqu'à preuve du contraire. Mon téléphone a vibré, accompagné d'un SMS. Vivant, mes parents veulent te voir. Peux-tu venir chez eux ce soir? 19 heures. J'ai montré le message à Rowan. Il a froncé les sourcils. Quel timing intéressant. Vous pensez que c'est lié à ça? D'après mon expérience, Carter, rien n'arrive par hasard, surtout pas quand des millions de dollars sont en jeu. Le domaine de Thornfield s'étendait sur 5 hectares dans le comté de Westchester, une demeure coloniale géorgienne que le père de Vivien avait achetée après. Il vendait son entreprise pharmaceutique pour 300 millions. Le docteur Harrison Thornfield avait passé 30 ans à développer des formules pharmaceutiques exclusives, se forgeant une réputation de solution innovante à des problèmes médicaux complexes. En franchissant le portail en fer forgé du domaine, j'essayais de me préparer à la confrontation qui m'attendait. Les Thornfield m'avaient toujours traité avec un respect poli, mais je n'avais jamais eu l'impression qu'ils m'appréciaient particulièrement. J'avais suffisamment de succès pour être acceptable, mais pas assez charismatique pour impressionner. Margaret Thornfield ouvrit la porte, vêtue d'un pull en cachemire couleur crème et d'un sourire compatissant qui n'atteignait pas ses yeux. Carter, ma chère, entrez. Nous sommes vraiment désolés pour votre père. Le salon était décoré dans des tons beige et or avec des meubles anciens qui semblaient coûteux mais inconfortables. Harrison Thornfield était assis dans un fauteuil à oreilles près de la cheminée,
lisant le Wall Street Journal à travers des lunettes à monture métallique. Il avait 72 ans, mais paraissait plus jeune avec ses épais cheveux blancs et sa silhouette élancée qui suggérait une attention particulière à son alimentation et à l'exercice physique. « Carter », dit-il en se levant pour me serrer la main. « Des temps difficiles. »« Oui, monsieur. » « Veuillez vous asseoir. » Nous voulions vous parler de Vivant. Je me suis installé sur le canapé en cuir, comme si on m'appelait dans le bureau du directeur. Et elle ? Margaret était assise à côté de son mari, les mains jointes sur ses genoux avec une précision experte. Elle est très bouleversée, Carter, par tout ce qui s'est passé. J'imagine qu'elle l'est. Sachez, continua Harrison, que nous ne vous en tenons pas rigueur pour la tournure que prend le testament de votre père. Ces situations familiales peuvent être assez imprévisibles. C'est très généreux de votre part. Cependant, Margaret dit, nous pensons qu'il serait préférable pour tout le monde que Vivien et vous entamiez un divorce à l'amiable et en toute discrétion. Sa franchise me prit au dépourvu. Pardon ? Harrison se pencha en avant, son expression devenant plus professionnelle. Carter, vous êtes un homme intelligent. Vous comprenez comment les choses fonctionnent. Vivant est jeune, belle et mérite une chance d'être heureuse. Compte tenu de votre situation actuelle, de la mienne ? Eh bien, compte tenu de votre position dans l'entreprise, de vos perspectives financières, il ne serait pas juste de s'attendre à ce qu'elle sacrifie son avenir par loyauté envers un mariage qui ne vous sert à aucun d'entre vous. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine comme une vapeur. Insinuez-vous que Vivant me quitte parce que j'ai perdu mon héritage ? Nous suggérons, dit Margaret d'une voix douce, que ces transitions offrent parfois à chacun l'occasion de réévaluer ses priorités. Je vois. Et quelles sont exactement les nouvelles priorités de Vivant ? Les Thornfield échangèrent un regard qui dura un instant de trop. Elle veut être heureuse, dit finalement Harrison. Elle veut être avec quelqu'un qui puisse lui offrir la vie qu'elle mérite. Quelqu'un comme Riley. Un autre regard. L'expression posée de Margaret vacilla légèrement. Riley est un jeune homme charmant, dit-elle. Il a toujours été si charmant, si plein de vie. Vivien a mentionné combien elle avait apprécié de mieux le connaître récemment. Cet aveu resta en suspens comme une preuve incriminante. Je me levai, sentant mon contrôle me glisser. Depuis quand, Carter ? Demanda Harrison. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur l'avenir plutôt que de nous attarder sur le fait qu'elle ait appris à mieux connaître mon frère récemment. Les joues de Margaret s'empourprèrent légèrement. Je crois que vous vous méprenez. Vraiment ? Parce qu'on dirait que vous me dites que votre fille a une liaison avec Riley et que vous l'approuvez, mais l'encouragez activement. C'est une sacrée accusation, dit Harrison d'une voix plus froide. C'est une sacrée situation. Mon père meurt. Riley hérite de tout. Vivant demande immédiatement le divorce et ses parents trouvent formidable qu'elle apprenne à mieux connaître mon frère. Comme c'est pratique pour tout le monde. Je me dirigeai vers la porte puis me retournai pour leur faire face. Juste par curiosité, depuis combien de temps êtes-vous au courant de l'héritage de Riley ? Nous ne savions rien, dit Margaret rapidement. La lecture du testament a été une surprise pour nous autant que pour vous. Vraiment ? Parce que Vivien semblait terriblement préparée à notre conversation d'hier soir, comme si elle l'avait préparée depuis un moment. Harrison se leva, son sang-froid finissant par craquer. Je pense que tu devrais partir, Carter, avant de dire quelque chose que nous regretterons tous. Oh, j'en regrette déjà beaucoup, mais pas ce que tu penses. Je les ai laissés planter dans leur salon parfait et je suis retourné à Manhattan dans une circulation qui s'enchaînait comme un cortège funèbre. Le temps d'arriver à mon hôtel, je ne pouvais plus me résoudre à retourner à Greenwich House. J'avais un plan en tête. Rowan a répondu à la première sonnerie. Ils sont tous impliqués, ai-je dit. Qui ? Tout le monde. Riley, Vivien, ses parents. Tout était orchestré. Que s'est-il passé ? Je lui ai parlé de la conversation avec les Thornfield, de leur connaissance à peine dissimulée de l'héritage de Riley, de leur approbation de la relation de Vivant avec mon frère. Carter, tu dois faire très attention. Ils ont tout planifié. Ils ne vont pas se laisser faire dès que tu commenceras à poser des questions. Je m'en fiche. Je veux savoir ce qui est vraiment arrivé à Maxwell. Ensuite, on commencera le testament demain. Mais promets-moi une chose. Quoi ? Ne fais rien de stupide. N'affronte pas Riley ou Vivien directement.
Ne leur donnez aucune raison de penser que vous les surveillez. Pourquoi? Parce que si j'ai raison, Carter, ils ont déjà franchi des limites que la plupart des gens n'envisageraient même pas. Et ceux qui sont prêts à voler un héritage d'1 milliard de dollars pourraient être prêts à faire bien pire pour le protéger. J'ai passé cette nuit-là dans un hôtel de Midtown, les yeux rivés au plafond, essayant d'assimiler la destruction totale de tout ce que je croyais de ma vie. De l'autre côté de ma fenêtre, la ville scintillait de millions de lumières, chacune représentant les rêves, les ambitions et les trahisons de quelqu'un d'autre. Au matin, je commencerai à découvrir l'ampleur de cette conspiration. Mais cette nuit-là, je suis resté dans le noir et je me suis promis que tous ceux qui avaient détruit ma vie paieraient pour leurs actes. La seule question était de savoir jusqu'où ils seraient prêts à se sacrifier pour m'empêcher de découvrir la vérité. Le cabinet d'avocats de Richard Steinberg occupait tout le 38e étage d'une tour de verre sur Park Avenue, avec des fenêtres d'angle offrant une vue imprenable sur le quartier juridique de Manhattan. J'y étais allé des dizaines de fois au fil des ans, le regardant gérer les affaires de plus en plus complexes de Maxwell avec la précision d'un horloger suisse. Mais quelque chose me parut différent lorsque Rowan et moi fûmes escortés à travers les couloirs lambrissés d'acajou jusqu'au bureau privé de Steinberg. La chaleur habituelle avait disparu, remplacée par une atmosphère de neutralité prudente qui me donna la chair de poule. Steinberg se tenait derrière son bureau à notre entrée, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son costume anthracite impeccablement repassé. Il avait bien vieilli pour ses 74 ans, conservant cette allure distinguée qui inspirait confiance aux clients fortunés. Mais ses yeux évitèrent les miens et il désigna les fauteuils en cuir face à son bureau. « Carter, Rowan, veuillez vous asseoir. J'ai cru comprendre que vous aviez des questions concernant le testament de votre père. » « Plusieurs questions, » répondit Rowan en s'installant dans son fauteuil avec l'assurance désinvolte de quelqu'un habitué aux batailles juridiques à enjeux élevés. Mon client est naturellement surpris par le contenu du document, compte tenu de sa connaissance des intentions de M. Hay. Les intentions de Maxwell étaient très claires, dit Steinberg en ouvrant un dossier en papier craft sur son bureau. Comme je l'ai lu publiquement il y a 3 jours, nous aimerions examiner le document lui-même, dis-je. Le silence de Steinberg dura exactement une seconde de trop. Bien sûr, je dois préciser que le testament a déjà été déposé auprès du tribunal des successions, son contenu est donc public. Il fit glisser plusieurs pages sur le bureau. Le document semblait assez officiel, papier à en-tête en règle, tampon de notaire, signature de témoin, mais en lisant les prétendues dernières volontés de Maxwell, quelque chose clochait. Richard, dis-je, ce langage ne ressemble pas à Maxwell. Il n'utilisait jamais d'expressions comme « je lègue par la présente » ou « sans égard à ». Ses documents habituels étaient beaucoup plus directs. Les documents juridiques exigent une terminologie spécifique. Carter, votre père a compris que Rowan avait étudié la page de signature avec l'intensité d'un enquêteur judiciaire. Monsieur Steinberg, pouvez-vous nous dire qui a été témoin de ce testament? Certainement. James Morrison et Patricia Hawke, tous 2 employés de ce cabinet, sont disponibles pour vérifier leur signature. Un autre silence. Malheureusement, Monsieur Morrison est décédé le mois dernier. Crise cardiaque. Attendez. Hawke a déménagé à Seattle pour des raisons familiales. Comme c'est pratique, murmura Rowan en prenant des notes sur son bloc-notes jaune. Et le notaire? Robert Walsh. Il ne travaille plus non plus au cabinet. Une froide certitude m'envahit l'estomac. Richard, quand exactement ce testament a-t-il été signé? Le 15 octobre, comme indiqué sur le document. C'est intéressant, car j'ai déjeuné avec Maxwell le 15 octobre à l'Union Club. Nous avons discuté de ses plans de succession et il a été très clair sur le fait de me léguer l'entreprise. Le sang-froid de Steinberg s'est légèrement altéré. La mémoire peut être fragile en période de deuil. Carter, ma mémoire est bonne. Maxwell m'a dit qu'il mettait à jour son testament pour y inclure des legs caritatifs, mais que le plan de succession principal restait inchangé. Il voulait que je dirige Hay Dominion. Peut-être a-t-il changé d'avis. Dans les 3 heures qui séparaient notre déjeuner de la signature de ce document, Rowan s'est penché en avant. Monsieur Steinberg, nous aimerions faire procéder à une expertise de ce testament. Analyse graphologique, datation du papier, composition de l'encre. C'est inutile et coûteux. Le coût n'est pas un facteur. Messieurs, je comprends votre déception, mais le document est légitime. Maxwell a été très précis dans ses volontés. Je me suis levé, la colère me submergeant comme une décharge électrique.
Richard, vous me connaissez depuis l'âge de 11 ans. Vous m'avez vu travailler avec Maxwell, apprenant tous les aspects de l'entreprise. Vous attendez-vous vraiment à ce que je croie qu'il a soudainement décidé que Riley était mieux placé pour diriger un empire de plusieurs milliards de dollars? Je ne remets pas en question le raisonnement de votre père, mais je dois le remettre en question, surtout lorsqu'il n'a aucun sens. Rowan s'est également levé, l'air froidement professionnel. Monsieur Steinberg, nous allons déposer une demande officielle d'expertise de ce document. Nous solliciterons également les dépositions de toutes les parties impliquées dans sa création et son exécution. Le visage de Steinberg pâlit. Ce n'est vraiment pas nécessaire. C'est absolument nécessaire, dis-je. Et si tu caches quelque chose, Richard, je découvrirai ce que c'est. Nous quittâmes son bureau avec des copies du testament et la certitude grandissante d'avoir affaire à quelque chose de bien plus sophistiqué qu'une simple fraude successorale. Cet homme est terrifié, dit Rowan en nous dirigeant vers l'ascenseur. Avez-vous vu sa réaction quand j'ai parlé d'expertise médico-légale? Il sait qu'elle ne résistera pas à un examen approfondi. La question est de savoir s'il est activement impliqué ou s'il obéit simplement aux ordres. Quelle est notre prochaine étape? Nous examinons le dossier médical de votre père. Si quelqu'un a voulu simuler sa faim ou la provoquer artificiellement, il devrait y avoir des preuves. Le docteur Elizabeth Morrison avait été le médecin de Maxwell pendant 12 ans, exerçant un cabinet exclusif au service de l'élite de Manhattan. Son cabinet occupait une maison de ville de la 70e rue, décorée avec une élégance discrète qui suggérait à la fois compétence et discrétion. Monsieur Hay, dit-elle en se levant de derrière son bureau ancien à mon entrée. Je suis profondément désolé pour votre perte. Votre père était un homme remarquable. Merci, docteur Morrison. J'espérais que vous pourriez m'aider à comprendre exactement ce qui lui était arrivé. Elle m'a fait signe de m'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir bordeaux face à son bureau. Derrière elle, des diplômes de médecine de Harvard et de Johns Hopkins étaient accrochés dans des cadres qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des voitures. Comme je l'ai expliqué à la famille, votre père a souffert d'une grave infection myocardique. En fait, une crise cardiaque si grave qu'une réanimation était impossible. Mais il était en parfaite santé. Vous le lui avez dit vous-même il y a 8 semaines. Les événements cardiaques peuvent être imprévisibles, même chez les patients en excellente santé. J'ai scruté son expression, cherchant les mêmes signes que ceux que j'avais remarqués chez Steinberg. Docteur Morrison, quelqu'un d'autre s'est-il renseigné sur l'état de santé de Maxwell récemment? Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Quelqu'un de la famille vous a-t-il contacté? A-t-il posé des questions sur sa santé, ses médicaments, ses antécédents médicaux? Elle a hésité, ses doigts tambourinant contre sa vessie. Patient, la confidentialité m'empêche d'en discuter. Maxwell est mort et je suis son fils. Que ne me dites-vous pas? Monsieur Hay, je pense que vous êtes accablé de chagrin et que vous cherchez des explications qui n'existent pas. Parfois, les gens meurent simplement de causes naturelles. Montrez-moi le rapport d'autopsie. Il n'y a pas eu d'autopsie. Ces mots m'ont frappé comme un coup dur. Comment ça, pas d'autopsie? La cause du décès était clairement cardiaque. La famille a demandé que nous évitions les procédures inutiles. Quelle famille? Je n'ai rien demandé. Votre frère Riley s'est occupé de ces arrangements. J'ai senti les murs se refermer sur moi. Riley a pris les décisions médicales concernant le décès de Maxwell. Il s'est présenté comme le représentant de la famille. Compte tenu des circonstances, quelles circonstances? Le sang-froid du docteur Morrison craquait comme de la glace sous la pression. Monsieur Hay, vous devriez peut-être en discuter directement avec votre frère. J'en discute avec vous en ce moment même. Quelles circonstances ont permis à Riley de prendre des décisions concernant l'autopsie de Maxwell? Il a dit que la famille souhaitait le respect de la vie privée, qu'une autopsie attirerait l'attention des médias et interférerait avec les arrangements funéraires. Et vous l'avez cru? Je n'avais aucune, il semblait sincèrement préoccupé par la dignité de la famille. Je me suis levé, sentant la rage monter dans ma poitrine comme de la vapeur sous pression. Docteur Morrison. Mon père était l'un des hommes d'affaires les plus puissants de New York. Il décède subitement et de manière inattendue. Et vous ne pensez pas que cela justifie une enquête médicale? Les symptômes étaient compatibles avec un arrêt cardiaque. Quels symptômes? Qui les a décrits? Les ambulanciers qui ont répondu à l'appel d'urgence. Et qui a appelé les ambulanciers? Elle a consulté son écran d'ordinateur. D'après les dossiers,
votre frère Riley a trouvé votre père effondré dans son bureau et a immédiatement appelé le 911. Riley l'a trouvé. Où était la sécurité du bâtiment? Où était l'assistante de Maxwell? Je n'ai aucune information sur l'heure à laquelle cela s'est produit. Vers 23h47. Que faisait Maxwell dans son bureau à cette heure-là? Je ne sais vraiment pas, monsieur. Pourquoi? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré mon journal d'appel. Dr Morrison. J'ai parlé à Maxwell à 21h15. Ce soir-là. Il était chez lui en train de regarder la télévision. Il a mentionné être fatigué et avoir l'intention de se coucher tôt. Son visage est devenu blanc. Peut-être était-il retourné au bureau pour une affaire urgente sans prévenir personne, sans son équipe de sécurité, et Riley était justement là pour le trouver. Monsieur Hay, je pense que vous faites des suppositions. Je fais des observations. Et ce que j'observe, c'est un homme de 68 ans en bonne santé qui meurt dans des circonstances mystérieuses, sans autopsie, sans enquête, et un frère qui, d'une manière ou d'une autre, avait suffisamment anticipé l'urgence pour être au bon endroit au bon moment. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné pour lui faire face. Dr Morrison, si vous savez quelque chose sur la fin de Maxwell, quoi que ce soit, vous devez me le dire maintenant, car je vais découvrir la vérité. Et quand je le saurai, je me souviendrai de qui m'a aidé et de qui ne l'a pas fait. Elle baissa les yeux sur ses mains, son sang-froid professionnel complètement anéanti. Monsieur Hay, il y avait une chose. Les résultats du laboratoire. Il y avait des anomalies. Quel genre d'anomalies? Des niveaux élevés de certains composés. Cela pourrait suggérer, eh bien, une intervention chimique. Une intervention chimique? Je parle de composés qui pourraient théoriquement provoquer un arrêt cardiaque s'ils étaient administrés en quantité suffisante. Et vous n'avez pas pensé à enquêter là-dessus? Votre frère a insisté pour éviter des tests inutiles. Il a dit que la famille souhaitait tourner la page, pas une enquête médicale prolongée. Quel composé? Elle a sorti un dossier de son tiroir et en a consulté plusieurs pages. Des glycosides digitaliques à des concentrations extrêmement élevées. Digitaliques? N'est-ce pas un médicament pour le cœur? C'est possible. À dose thérapeutique, il est utilisé pour traiter certaines arythmies cardiaques, mais à des concentrations plus élevées, il est mortel. Il peut provoquer exactement le type d'accident cardiaque que votre père a connu. J'ai senti la pièce tourner autour de moi. Dr Morrison, êtes-vous en train de me dire que Maxwell l'était? Je vous dis que le panel de laboratoire suggère des possibilités qui justifient une enquête plus approfondie. Et Riley a empêché cette enquête. Il s'est montré très persuasif quant aux souhaits de la famille. J'ai quitté son bureau avec une copie des résultats toxicologiques de Maxwell et la certitude croissante que mon frère avait orchestré non seulement une fraude à l'héritage, mais aussi patricide. Les implications étaient stupéfiantes. Riley ne m'avait pas seulement volé mon droit de naissance, il avait éliminé Maxwell pour l'obtenir. Rowan m'attendait dans son bureau à mon arrivée, l'air sombre, examinant les documents éparpillés sur sa table de conférence. Mauvaise nouvelle, dit-il à mon entrée. C'est presque l'outil parfait. Quasiment indétectable, sauf si on le recherche spécifiquement. Il imite un arrêt cardiaque naturel et se métabolise assez rapidement pour éviter d'être détecté dans les analyses de routine. Sauf que les analyses de Maxwell montraient des niveaux élevés. À quel point? Je lui tendis le rapport du docteur Morrison. Il l'étudia pendant plusieurs minutes, son expression s'assombrissant. Carter, ce n'est pas seulement élevé. Ces niveaux sont astronomiques. Il voulait l'éliminer rapidement et avec une certitude absolue. Était-ce accidentel? Pas avec ces concentrations. C'était délibéré, calculé et administré par quelqu'un qui comprenait à la fois les effets des médicaments et le timing nécessaire pour éviter d'être détecté. Quelqu'un avec des connaissances médicales ou ayant accès à quelqu'un avec des connaissances médicales. J'ai pensé au père de vivant, le docteur Harrison Thornfield. 30 ans de développement de composés pharmaceutiques. Expert en interactions médicamenteuses et en processus métaboliques, il s'est récemment beaucoup intéressé à la relation de sa fille avec Riley. Rowan, j'ai besoin que vous enquêtiez sur Harrison Thornfield, et plus particulièrement sur ses antécédents en matière de digitaline et de médicaments pour le cœur. Pensez-vous que le père de Vivien les a aidés? Je pense que ce complot dépasse Riley et Vivant. Il implique des personnes possédant l'expertise et les ressources nécessaires pour planifier et exécuter l'élimination de Maxwell. Carter,
si vous avez raison, il ne s'agit plus seulement de fraude successorale. Il s'agit d'une élimination de capital. Ensuite, il nous faut des preuves concrètes qui résisteront au tribunal. Quel genre de preuves? Des relevés téléphoniques, des transactions financières, des consultations médicales, tout ce qui témoigne de communication entre Riley, Vivian et le docteur Thornfield au moment du décès de Maxwell. Cela nécessitera des assignations à comparaître, ce qui implique l'intervention des forces de l'ordre. Ensuite, nous impliquerons les forces de l'ordre. Rowan a fermé le dossier médical et m'a regardé avec l'expression de quelqu'un sur le point d'annoncer une très mauvaise nouvelle. Carter, une fois ces accusations rendues publiques, il n'y aura plus de retour en arrière. Riley et ses complices sauront que nous les traquons et prendront des mesures pour se protéger. Quelles mesures? Celles qui pourraient vous mettre en danger. Je suis déjà en danger, Rowan. Ils ont détruit mon mariage, volé mon héritage et éliminé mon père. Que reste-t-il? Votre vie. Le poids de cette possibilité s'est abattu sur moi comme du plomb. Ces gens avaient déjà franchi la ligne rouge en éliminant Maxwell. S'ils me percevaient comme une menace pour leur plan soigneusement orchestré, ils pourraient décider qu'une fin de plus était un prix acceptable pour leur sécurité. Alors, que recommandez-vous? Nous apportons tout ce que nous avons au bureau du procureur ce soir avant qu'il ne réalise tout ce que nous savons. Sera-ce suffisant? C'est suffisant pour ouvrir une enquête. Examen médico-légal du testament, autopsie du corps de votre père, analyse financière de toutes les personnes impliquées. Une fois que le procureur commencera à creuser, la vérité éclatera. Et s'il tente de s'enfuir, nous veillerons à ce qu'il n'aille pas bien loin. J'ai regardé par la fenêtre de Rowan la skyline de Manhattan, où se dressent des centaines d'immeubles. S'élevaient vers le ciel tels des monuments à l'ambition et au succès. Quelque part dans ce labyrinthe de verre et d'acier, Riley célébrait probablement sa victoire. Convaincu d'avoir commis le crime parfait, il était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. Appelez, dis-je. Rowan prit son téléphone, puis marqua une pause. Carter, es-tu absolument certain de vouloir faire ça? Une fois ce processus lancé, la vie de chacun va changer à jamais. La vie de chacun a déjà changé à jamais. Maxwell est mort. J'ai perdu tout ce pour quoi j'ai travaillé, et ma famille a été détruite par la cupidité et la trahison. Et quand tout cela sera terminé, quand Riley et Vivien seront en prison et que tu auras récupéré ton héritage, que se passera-t-il ensuite? Je réfléchissais à cette question tandis que les ombres du soir s'allongeaient sur Manhattan. Que voulais-je quand justice serait enfin rendue? Alors je reconstruirai tout ce qu'ils ont détruit, dis-je. Et je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Rowan hocha la tête et composa le numéro du bureau du procureur de Manhattan. En moins d'une heure, nous serions assis face à des procureurs spécialisés dans la criminalité en col blanc et les fraudes sophistiquées. En moins de 24 heures, le complot soigneusement monté qui avait détruit ma vie commencerait à s'effondrer sous le poids de l'enquête médico-légale. Mais ce soir-là, alors que je m'apprêtais à mettre en marche la machine judiciaire qui anéantirait tous ceux en qui j'avais eu confiance, je ne pouvais m'empêcher de penser que la phase la plus dangereuse de ce cauchemar ne faisait que commencer. Ceux qui licencieraient pour de l'argent seraient prêts à tout pour éviter la prison. Et j'allais découvrir jusqu'où ils étaient prêts à aller. La procureure Sarah Martinez dirigeait son bureau comme un général dirigeant une campagne militaire. Derrière son bureau, les récompenses pour avoir poursuivi des criminels en col blanc s'alignaient sur les murs comme des scalps, et sa réputation de démanteleuse de fraude sophistiquée avait fait d'elle la procureure la plus redoutée du quartier financier de Manhattan. Monsieur Hay, dit-elle en examinant les documents que Rowan et moi avions étalés sur sa table de conférence. Ce sont de graves accusations que vous portez. Ce sont des crimes graves qui ont été commis. Martinez avait 53 ans, des cheveux gris fer et une intelligence aussi perçante que celle qui avait envoyé des dizaines de riches criminels en prison fédérale. Elle avait bâti sa carrière sur des affaires exactement comme celle-ci, des complots familiaux impliquant des fraudes successorales, des falsifications de documents et des décès suspects. Revoyez-moi la chronologie, dit-elle. Le 15 octobre, Maxwell rencontre son avocat, Richard Steinberg, soi-disant pour mettre à jour son testament. Le même jour, je déjeune avec mon père et il me confirme son intention de léguer l'entreprise. 3 semaines plus tard, il est retrouvé mort à son bureau dans des circonstances qui ont empêché l'autopsie. 2 jours plus tard, un testament fait surface, léguant tout à mon frère Riley. Et vous croyez que ce testament est falsifié? Je crois que toute la séquence a été orchestrée. Le testament,
la fin, la dissolution immédiate du mariage, tout a été coordonné pour transférer le contrôle d'un empire de plusieurs milliards de dollars. L'inspecteur Ray Castellano avait pris des notes tout au long de notre présentation. C'était l'enquêteur attitré de Martinez pour les crimes financiers complexes, un ancien agent du FBI fort de 20 ans d'expérience dans les affaires de fraude en entreprise. Les preuves médicales sont convaincantes, dit-il en examinant les conclusions toxicologiques du docteur Morrison. Des niveaux aussi élevés de digitaline ne se produisent pas naturellement. Quelqu'un a administré une dose massive probablement quelques heures après son décès. Pouvez-vous le prouver au tribunal, demanda Rowan. Si nous pouvons obtenir l'exhumation du corps pour une autopsie en bonne et due forme. Oui. Les composés digitaliques restent détectables dans les échantillons de tissu pendant des mois après la mort. Martinez se renversa dans son fauteuil, l'air calculateur. Qu'en est-il du testament? Une analyse médico-légale peut-elle déterminer son authenticité? Déjà en cours, répondit Rowan. J'ai pris des dispositions pour une analyse graphologique, une datation du papier et des tests de composition de l'encre. Les résultats devraient être disponibles dans les 48 heures. Et les liens financiers entre les conspirateurs, c'est là que ça devient intéressant, dit Castellano en consultant l'écran de son ordinateur portable. Je suis les flux financiers entre Riley High, Vivian Thornfield et le docteur Harrison Thornfield depuis 6 mois. Il y a des schémas très suspects. Il a pointé l'ordinateur portable vers nous, affichant un organigramme complexe de transactions financières. À partir d'avril, Riley a commencé à recevoir des paiements mensuels de 50 000 $ d'une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Le bénéficiaire effectif de la société est Meridian Holdings, contrôlé par Harrison Thornfield. Le père de Vivian payait Riley, ai-je demandé. 200 000 $ sur 4 mois. Toujours transférés sur des comptes offshore, toujours structurés pour échapper aux obligations déclaratives nationales. Martinez a étudié les données financières en pensant que quelqu'un découvrait le cœur d'une conspiration criminelle. Cela suggère une préméditation. Il finançait la participation de Riley à la conspiration bien avant la mort de Maxwell. Et ce n'est pas tout. Castellano a poursuivi, les relevés téléphoniques montrent une communication intensive entre Riley, vivant et le docteur Thornfield à partir de mars. Des centaines d'appels, souvent de plusieurs heures. Des séances de planification, a observé Rowan. Et voici l'élément déclencheur. Le 10 octobre, 5 jours avant la signature du testament supposé de Maxwell, le docteur Thornfield a acheté une quantité importante de digitalistes de qualité pharmaceutique à une entreprise de fourniture médicale qu'il avait utilisée durant sa carrière pharmaceutique. J'ai senti une froide certitude m'envahir. Il prévoyait d'éliminer Maxwell depuis des mois. Il semblerait que ce soit le cas. Et le timing suggère qu'ils ont accéléré leur plan lorsqu'ils ont appris le déjeuner de Maxwell avec vous le 15 octobre. Martinez s'est levé et s'est dirigé vers sa fenêtre, qui offrait une vue sur les marches du palais de justice où elle avait annoncé des dizaines de condamnations très médiatisées. Voici ce que nous allons faire, a-t-elle dit. L'inspectrice Castellano se coordonnera avec le bureau du médecin légiste pour organiser l'exhumation et l'autopsie d'urgence du corps de Maxwell High. Elle exécutera également les mandats de perquisition pour Riley. La résidence et le bureau de High, le cabinet d'avocats de Richard Steinberg et le dossier médical du docteur Harrison Thornfield. Quand? Demandai-je. Demain matin. Simultanément, pour empêcher toute coordination entre les conspirateurs. Et vivant? Nous l'interrogerons après avoir recueilli les preuves matérielles. Parfois, les conjoints sont plus disposés à coopérer lorsqu'ils savent que leur complice risque la prison à vie. Rowan se pencha en avant. Sarah, quelles sont les inquiétudes de Carter en matière de sécurité? Si Riley se rend compte que nous nous rapprochons, il pourrait prendre des mesures désespérées. Bien vu, Carter. Je mets en place une protection rapprochée jusqu'à ce que tout le monde soit en garde à vue. Est-ce nécessaire? Ces gens ont éliminé votre père pour voler un héritage d'1 milliard de dollars. Ils pourraient vous considérer comme un obstacle à leur liberté. L'inspecteur Castellano ferma son ordinateur portable et se leva. Monsieur High, j'ai besoin que vous dressiez la liste de toutes les personnes au courant de votre enquête. Membres de votre famille, associés, toute personne susceptible d'avoir fait part de vos soupçons aux mauvaises personnes. J'ai été prudent à ce sujet. Soyez encore plus prudent jusqu'à ce que nous ayons une solution. Arrestation. Supposons que tout le monde soit potentiellement compromis. Alors que nous nous apprêtions à quitter le bureau de Martinez,
elle m'a tendu sa carte de visite. Carter, voici mon numéro direct. Si quelque chose d'inhabituel se produit, quoi que ce soit, appelez-moi immédiatement. Quel genre d'inhabituel? Des visites inattendues de membres de la famille, des invitations à des rencontres dans des lieux isolés, des appels téléphoniques suggérant une réconciliation ou des opportunités commerciales. Les personnes qui commettent ce genre de crime tentent souvent en dernier recours d'éliminer les menaces. Le poids de cette éventualité m'a suivi jusqu'à mon hôtel, où j'ai passé la nuit à fixer le plafond et à me demander si chaque ombre dans le couloir ne dissimulait pas quelqu'un envoyé pour achever ce que Riley avait commencé. Au matin, la machine judiciaire serait en marche. Mais en attendant, j'étais seul avec la certitude que ceux qui ont détruit ma vie allaient découvrir que je savais exactement ce qu'ils avaient fait. Les 18 heures suivantes allaient déterminer si la justice prévaudrait ou si je suivrais Maxwell dans le sort qu'ils avaient réservé aux membres gênants de la famille. À 6 heures, mon téléphone a sonné. La voix de Martinez était aiguë d'excitation. « Carter, on les tient. » Tous. Que s'est-il passé? Les mandats de perquisition ont porté leurs fruits. Castellano a trouvé des résidus de digitaline dans l'appartement de Riley, ainsi que des notes détaillées sur les calculs de dosage. Le bureau de Steinberg a fourni le testament original, le vrai, vous désignant comme de l'air caché dans un coffre-fort dont l'ouverture nécessitait des explosifs. Et le dossier médical du Dr Thornfield montrant son achat de Digitalist, ainsi qu'une correspondance électronique avec Riley détaillant le protocole d'administration. Ces personnes ont documenté leur propre complot. Sont-ils en état d'arrestation? Riley et Steinberg sont en garde à vue. Nous récupérons le Dr Thornfield dans l'heure. Et vivant? C'est là que ça devient intéressant. Elle est partie. Partie. Elle a quitté le pays hier soir à bord d'un jet privé à destination de la Suisse. Apparemment, elle a compris d'où venait le vent et a décidé de ne pas rester pour les arrestations. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de déception. Une partie de moi aurait voulu voir Vivant assumer les conséquences de sa trahison, mais sa fuite était aussi un aveu de culpabilité qui faciliterait les poursuites. Pourrez-vous l'extrader un jour, mais... Cela pourrait prendre des mois, voire des années? Et les autres? Riley est accusé d'élimination intentionnelle d'un membre de sa famille, de fraude successorale et de complot criminel. Steinberg est accusé de falsification de documents, de fraude financière et de complicité d'actes criminels. Le Dr Thornfield est poursuivi pour avoir orchestré une intervention médicale mortelle et violé la réglementation pharmaceutique fédérale. La solidité de son dossier est-elle accablante? Les preuves médico-légales à elles seules suffiraient à une condamnation. Mais combiné au dossier financier et aux communications documentées, c'est une certitude absolue dans les affaires de fraude complexes. 3 heures plus tard, j'étais dans la salle du conseil d'administration de High Dominion tandis que Margaret Walsh lisait la résolution d'urgence du conseil d'administration qui me rétablissait dans ses fonctions de PDG. Les mêmes membres du conseil d'administration qui avaient vu Riley prendre les rênes quelques jours plus tôt présentaient leurs félicitations et exprimaient leur stupeur face aux révélations concernant le décès de Maxwell. Le conseil d'administration présente ses plus sincères excuses pour la confusion entourant la succession, a déclaré Margaret d'une voix soigneusement neutre. Nous sommes reconnaissants que justice ait prévalu et que Maxwell soit revenu à la charge. Les vœux sincères ont été exaucés. J'ai regardé autour de la table les visages de ceux qui ne m'avaient pas soutenu au moment le plus crucial. Ces personnes avaient accepté la transformation soudaine de Riley, de déception familiale à chef d'entreprise, sans se poser de questions. Leur loyauté était au pouvoir et au succès, et non à la vérité ou à la justice. Merci pour votre confiance, ai-je dit. Mais je pense qu'il est temps de changer le fonctionnement de cette entreprise. La semaine suivante, j'ai restructuré la direction de High Dominion avec une précision chirurgicale. Les membres du conseil d'administration qui s'étaient montrés disposés à accepter des circonstances suspectes sans enquête ont été remplacés par des personnes intègres. Les protocoles de sécurité ont été renforcés pour prévenir de futurs coups d'État. Des garanties juridiques ont été mises en place pour garantir que personne ne puisse plus jamais manipuler les documents de succession. La couverture médiatique a été intense, mais maîtrisée. Des gros titres comme le complot de dissolution d'une dynastie d'entreprises révélée et la fraude successorale à plusieurs milliards de dollars dévoilés ont dominé l'actualité financière pendant des semaines. Mais l'attention est restée centrée sur les procédures judiciaires plutôt que sur les opérations de l'entreprise, permettant ainsi la poursuite des activités avec un minimum de perturbations. Le procès de Riley a commencé 8 mois plus tard dans une salle d'audience bondée de journalistes et d'observateurs juridiques.
Il avait considérablement vieilli pendant son incarcération, son assurance remplacée par le regard creux de quelqu'un qui comprenait que sa vie était belle et bien finie. Monsieur Hay, a déclaré le procureur lors de sa plaidoirie, a orchestré l'une des fraudes successorales les plus sophistiquées de l'histoire de New York. Il a enrôlé la femme de son frère, le père de celle-ci et un avocat respecté dans une conspiration qui a abouti à l'élimination délibérée de Maxwell Hay. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel ou de désespoir. Il s'agissait d'une élimination calculée et préméditée, motivée par la pure cupidité. Le jury a délibéré moins de 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Riley a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Richard Steinberg a été condamné à 25 ans de prison pour son rôle dans la conspiration. Le docteur Harrison Thornfield a été condamné à 30 ans de prison et est décédé d'un accident vasculaire cérébral 6 mois après le début de sa peine. Vivant est resté en Suisse, protégé par le secret bancaire et les traités de non-extradition. Elle avait réussi à transférer plusieurs millions de dollars à l'étranger avant de fuir, suffisamment pour maintenir un exil confortable, mais loin des milliards qu'elle espérait gagner par sa trahison. Debout dans le bureau de Maxwell, mon bureau maintenant 18 mois après sa fin, j'ai réfléchi au coût de la justice. La conspiration avait été exposée, les coupables avaient été punis et la domination de la grêle était plus forte que jamais. Mais le prix avait été la destruction complète de toutes les relations personnelles que j'avais appréciées. Mon mariage était terminé. Mon frère était en prison à vie. Ma confiance dans les autres avait été brisée par la découverte que même les membres de la famille pouvaient orchestrer une trahison aussi dévastatrice. Mais j'avais appris quelque chose de précieux sur la nature du pouvoir et de la loyauté. La vraie force ne provient pas d'une position héritée ou de connexion familiale. Cela est venu de la capacité de survivre lorsque tout ce que vous croyez de votre vie s'est avéré être un mensonge soigneusement construit. Le téléphone sur mon bureau bourdonnait d'un appel de Margaret Walsh. Les bénéfices trimestriels ont augmenté de 18%. L'acquisition de Singapour avait été achevée avec succès. Les cours des actions avaient atteint des sommets de tous les temps. Excellent travail, Margaret, dis-je. Planifiez une réunion du conseil d'administration pour la semaine prochaine. Je veux discuter de l'expansion sur les marchés européens. Tout de suite, Monsieur Hay. Je me suis raccroché et je me suis retourné à la fenêtre où Manhattan s'étendait en dessous comme un vaste plateau de jeu. Quelque part dans ces bâtiments se trouvaient d'autres familles, d'autres entreprises, d'autres complots potentiels qui attendaient de se dérouler. Mais ils devraient faire face à une domination de la grêle qui avait appris de l'expérience amère. Nous ne serions plus jamais vulnérables à la trahison de l'intérieur. Le portrait de Maxwell était accroché au mur derrière mon bureau, ses yeux semblant surveiller l'empire qu'il a construit et j'avais conservé. En fin de compte, la justice avait prévalu, non pas par la fidélisation de la confiance ou de la famille, mais par une enquête minutieuse et la poursuite incessante de la vérité. Ce n'était pas la fin que j'espérais quand ce cauchemar a commencé, mais c'est la fin que les preuves ont exigée. Et parfois, cela doit être suffisant. La lettre est arrivée un mardi matin exactement 1 an après les funérailles de Maxwell. Enveloppe blanche ordinaire, pas d'adresse de retour. Mon nom écrit dans l'écriture que j'ai reconnue malgré l'essai de l'oublier pendant 12 mois. Vivant. J'ai tenu l'enveloppe pendant plusieurs minutes, en pesant de le lire ou de l'ajouter directement à la cheminée qui a dominé un mur de mon bureau. Elle avait perdu tout droit à la communication lorsqu'elle s'est enfuie en Suisse plutôt que de faire face aux conséquences de son complot. Enfin, la curiosité a surmonté la répulsion. J'ai ouvert l'enveloppe et déplié 2 pages de papeterie de couleur crème. Carter, je sais que vous n'avez aucune raison de lire ceci et encore moins de raison de croire tout ce que j'écris, mais j'ai besoin que vous compreniez que ce qui s'est passé n'était pas censé terminer comme il l'a fait. Lorsque Riley m'a approché pour la première fois avec son plan, cela semblait être un jeu, un moyen de secouer la vie prévisible dans laquelle nous étions tous tombés. Il a dit que Maxwell avait prévu de changer sa volonté de toute façon, que nous aidons juste de disparaître. Il a donné l'impression que nous corrigions une injustice, sans en créer une. Je n'ai jamais connu le poison. Je te jure, Carter, je pensais que Maxwell est mort naturellement. Quand j'ai entendu les preuves au procès de Riley, j'ai été aussi choqué que quiconque. Cela ne faisait pas partie de ce que j'avais accepté. Je sais que cela n'excuse pas ma trahison de notre mariage. Je sais que cela ne justifie pas les mensonges ou la planification ou la façon dont j'ai détruit tout ce que nous avions construit ensemble. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je n'avais jamais l'intention que quiconque soit blessé. Je pense à toi tous les jours. Sur la vie que nous avions avant que tout ne se passe mal.
À propos de l'homme que vous étiez quand vous m'aimiez sans réserve. À propos de la femme que j'étais quand je méritais cet amour. Je ne m'attends pas à la pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que vous perdre a été la pire conséquence de tous les choix terribles que j'ai faits. Je t'aime toujours, Vivien. J'ai lu la lettre 2 fois, à la recherche de quelque chose qui pourrait ressembler à de véritables remords ou responsabilités. Au lieu de cela, j'ai trouvé la même manipulation égoïste qui avait caractérisé tout notre mariage. Même en exil, même après l'effondrement complet de son complot criminel, Vivant essayait toujours de contrôler le récit. Elle a revendiqué l'ignorance de la fin de Maxwell. Elle s'est présentée comme une victime de la manipulation de Riley plutôt que comme une participante active à la fraude à l'héritage. Elle a exprimé l'amour tout en évitant soigneusement la responsabilité de la dévastation qu'elle avait aidé à causer. Je me suis dirigé vers la cheminée et j'ai nourri les 2 pages aux flammes, en regardant ces mots se dissoudre dans la cendre et la fumée. Certaines trahisons étaient si complètes qu'aucune explication ne pouvait combler l'écart qu'ils ont créé. La voix de mon assistant est passée par l'interphone. Monsieur Hay, la réunion trimestrielle du conseil d'administration est sur le point de commencer. Je serai là. La salle de conférence avait été entièrement rénovée depuis le bref mandat de Riley en tant que PDG. Nouveaux meubles, nouvelles œuvres d'art, nouveaux visages autour de la table. Seule Margaret Walsh est restée de l'ancien régime. Et même elle avait gagné sa position grâce à une compétence démontrée plutôt qu'à une déférence héritée. Mesdames et messieurs, dis-je, prenant ma place à la tête de la table. Avant de commencer les affaires d'aujourd'hui, je veux annoncer quelques modifications de notre structure d'entreprise. J'ai ouvert le portefeuille qui contenait des documents que je préparais depuis des mois. Les instruments juridiques qui garantiraient la domination de la grêle ne pourraient plus jamais être vulnérables au type de complot interne qui l'avait presque détruit. Aucun individu n'aura à nouveau le pouvoir de modifier la structure de la société fondamentale sans plusieurs couches de surveillance et de vérification. Audit financier de tous les membres de la famille et de leurs associés. Patricia Reynolds, membre du conseil d'administration, a levé la main. Monsieur Hay. Ceci semble être des mesures très restrictives. Ils sont restrictifs. Nous réécrivons notre charte afin que la prochaine grêle de Riley soit arrêtée à la réception. J'ai distribué des copies de la nouvelle charte d'entreprise. Les membres du conseil d'administration ont examiné les documents avec des expressions allant de l'admiration à la préoccupation. Master Hay a déclaré que le membre du conseil d'administration Richard Green. Qu'en est-il du coût personnel de ces changements? Ce niveau 2.